Bonsoir, vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel, l'émission de la réplique qui habituellement vous est présentée par Bernard Anthony, mais il est retenu en province. Il nous parlera tout à l'heure au téléphone, donc rien n'est perdu. Je suis dans le studio avec Didier Rochard. Bonsoir chers auditeurs. Pour parler de l'actualité, et nous aurons également en ligne Yann Bally, qui est le nouveau président de la Griffe et qui a beaucoup de choses à nous dire. Alors aujourd'hui, donc, une actualité extrêmement riche. Et je voudrais commencer par ce qui se passe autour de nous de plus horrible. Je pense qu'il faut parler un peu de la COP30. Absolument. J'ai entendu dans les annonces de prochaines émissions qu'il y aura en effet une petite présentation ce soir, mais on n'en dit jamais trop, je pense, de cette COP30, cette COP, conférence des partis, qui réunit depuis la conférence du sommet de Rio en 1992, sous l'égide de l'ONU, les États qui veulent lutter contre ce qu'on a appelé un temps le réchauffement climatique, et puis comme on a quand même de temps en temps un peu froid, et que de temps en temps il neige, et que de temps en temps il y a des tempêtes très froides, et des descentes d'air polaire, eh bien ça ne passe plus tellement. Donc on parle maintenant de changement climatique. On a parlé de l'urgence climatique, mais selon l'ONU, ça n'est pas suffisant. Le secrétaire général Antonio Guterres a dit il y a quelques années, non, maintenant il faut parler de la catastrophe climatique, le cataclysme climatique. Donc, beaucoup de mots, beaucoup d'accusations contre l'humanité tout entière, qui est accusée de pomper du CO2 dans l'air et ainsi de réchauffer la planète. Mais bien entendu, ce ne sont pas les pauvres des pays non alignés d'autrefois, ce ne sont pas les Chinois qui sont responsables, alors même que ce sont eux qui envoient le plus de CO2 dans l'atmosphère. Non, ce sont les pays développés, dont la Chine ne fait pas partie, on en reparlera, qui sont réputés responsables de l'état de fait et qui sont appelés à rendre la justice climatique en rétrécissant leur industrie, leur économie, leur bien-être, leur abondance, aurait dit Macron, pour faire un peu de la justice, non pas sociale, mais géopolitique, et permettre aux pays en voie de développement de polluer autant qu'ils veulent. Attends, à supposer que le CO2 soit un polluant, mais ça aussi on pourra en reparler. Didier Rochard, je suis sûr que cela vous inspire quelques réflexions. Oui, évidemment, parce que les COP, depuis qu'elles existent d'ailleurs, n'ont jamais réussi à produire quoi que ce soit, sinon une écologie confiscatoire. C'est-à-dire que nous avons développé, enfin les tenants et les aboutissants de la COP ont développé des grandes peurs, puisque, comme vous le disiez, il n'y a pas de terme suffisamment tragique pour nous annoncer que c'est la fin du monde, que nous polluons tellement, enfin, etc. Alors aujourd'hui, évidemment, comme vous l'avez très bien signalé, Jeanne, on en revient, on revient à des termes un peu plus raisonnables. Le tout, on a bien compris, c'était de ficher une trouille épouvantable à toute la planète, et en particulier aux pays développés, parce que ceux-là sont encore à peu près solvables, paraît-il, quand on voit les dettes. Oui, ça dépend desquels tout de même. Exactement. Quand on voit les dettes, on se pose la question. Mais enfin, il y a encore quelques richesses, et par conséquent, on imagine qu'on va pouvoir les ponctionner encore un petit peu. Et quand je dis les pays, c'est pas tout à fait vrai, c'est vraiment les citoyens de ces pays. Comme avait dit M. Schwab dans un autre contexte, il avait dit « Vous serez pauvre, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux ». Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse être heureux sur cette terre avec rien. Il faut quand même un minimum pour faire vivre nos familles, enfin, etc. Et il est très probable, en tout cas maintenant, il y a quand même un autre langage scientifique qui permet de penser. Il y a une association dont je m'honore de faire partie, d'ailleurs, comme membre, qui s'appelle les climato-réalistes, qui ne sont pas les climato-sceptiques, parce que ça, c'est très méchant, c'est très mauvais, mais les climato-réalistes qui rassemblent un aéropage de scientifiques qui ne sont pas des rigolos et qui étudient
très sérieusement l'implication, effectivement, des pollutions qui existent incontestablement, mais qui ne sont pas d'abord le fait uniquement de l'homme. Quant au réchauffement, je crois qu'il y a un consensus maintenant, à part quelques ayatollahs verts, comme on dit, mais il y a les Khmers verts, comme on les appelle, il y a un consensus qui tente à démontrer que le CO2 n'est pas le poison absolu que l'on pense. Il faut du CO2. La preuve, c'est que les paysans, les agriculteurs en injectent dans leurs serres pour faire pousser la végétation plus vite. Oui, c'est l'effet de serre, tout bêtement. C'est l'effet de serre. Et par conséquent, je veux bien croire que dans à certaines proportions, ça peut devenir dangereux, mais à d'autres proportions, c'est plutôt la photosynthèse, etc. C'est nécessaire pour la vie, tout simplement. Oui, et on en parlait l'autre jour. Dimanche dernier, nous recevions Patrice Valentin, qui non seulement a fait une association pour aider des jeunes qui n'ont plus de sens à leur vie, et ce ne sont pas seulement les délinquants, les drogués ou les petites frappes. Ce sont vraiment, c'est un phénomène très largement répandu. L'éco-anxiété gagne. Absolument. Je crois que ça concerne 40% des jeunes. Oui. Il y a des jeunes qui renoncent à avoir des enfants parce qu'ils ont peur d'alourdir l'empreinte écologique. Et finalement, s'il est vrai qu'on constate un réchauffement, ce serait absurde de ne pas le reconnaître, puisque dans beaucoup d'endroits, les récoltes, les vendanges, tout cela se fait plus tôt aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. Certes, oui. Et quelle est la cause ? À la limite, on s'en fiche. Que faut-il faire ? Si on n'est pas sûr de la cause, il vaut mieux se battre contre cela en mettant en place des structures qui permettent de vivre avec. De pallier les choses. Alors, c'est assez drôle. On est... apparemment, je ne suis pas un scientifique patenté, par conséquent, je ne me permettrai pas d'émettre des hypothèses que je ne pourrais pas prouver. Mais ce qui est certain, c'est que d'après des scientifiques qui, eux, ont fait ces études, le climat suit des cycles. Et par conséquent, ce sont ces cycles que nous subissons, que nos ancêtres ont subis et que certainement nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants subiront. Alors effectivement, il faut, compte tenu des moyens dont nous disposons aujourd'hui, il faut autant que possible les prévoir quand c'est possible, et puis en tout cas faire en sorte que les populations ne souffrent pas davantage de ces perturbations climatologiques. Par exemple, du manque d'eau. Actuellement, à Téhéran, on est en manque d'eau absolument catastrophique, voilà. Là, pour le coup. Et qu'ont fait les Iraniens ? Ils ont ensemencé des nuages. Comme ça, on peut le faire. Il y a de la géo-ingénierie complètement, du climat qui est tout à fait revendiquée. Et comme à Doha, il y a quelques années, ça a provoqué des inondations, des pluies torrentielles. Enfin, le remède était pire que le mal. Alors, il y a même Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui est allé jusqu'à dire, finalement, il faut plus focaliser sur la peur du réchauffement. Non, il faut lutter contre. Alors, il me semble tout de même que dans un contexte où on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité, et plus il y a d'intelligence artificielle, plus nous aurons besoin d'électricité, plus il y aura de surveillance, pas comme en Chine, plus on a besoin de faire fonctionner les ordinateurs qui font le travail. Aujourd'hui, on en est quand même au point où les besoins sont tels que je crois que le pur réalisme, même des plus méchants, se fait dire que, on va peut-être un peu changer le fusil d'épaule. Mais pour revenir à cette COP30 qui s'est déroulée à Belém, au Brésil. Oui. C'est un port qui est sur la face nord, si on peut dire, sur la côte nord du Brésil, très près de la Guyane française d'ailleurs, un lieu où il fait quand même très 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 chaud, très mauvais. C'est un climat qui est assez lourd. Eh bien, dans cette ville ont accouru des dizaines de milliers de personnes venues en jet parce qu'il y a du CO2 bon et il y a du CO2 mauvais. Voilà. Le vôtre, chère Jeanne, et le mien. Et oui, allons-y. Le nôtre est très mauvais, mais le leur est très bon, sans doute. Voilà, sans aucun doute. Mais je voulais juste signaler que j'ai fait pour Réinformation TV un petit article pour RITV qui s'appelle COP30.
la Chine communiste offre une statue de dragon à la ville de Belém. Alors, je trouve ça très intéressant parce que c'est une image, enfin, c'est une statue en bronze qui a une tête de dragon avec des gros bien méchants, des cornes de bouc, un corps de léopard, mais à forme humaine, qui tient entre ses mains un globe terrestre, à peu près au niveau de l'Amazonie, en le saisissant non pas de ses griffes ou de ses pattes, mais de mains humaines. Alors je vois. il faut que vous voyez, mais nos auditeurs à Radio Courtoisie ne voient pas. C'est quand même assez significatif. Absolument, c'est troublant horrible. même. C'est extrêmement troublant. Horrible. C'est horrible et troublant. Cela s'appelle l'esprit gardien dragon-jaguar. Dragon pour la culture chinoise, jaguar pour la culture amazonienne. Et le tout forme le gardien de la forêt tropicale, un esprit gardien. Pour moi, c'est un ange gardien. Oui. Techniquement. Voilà. Alors j'essaie d'imaginer une statue où on aurait Saint-Michel-Archange, par exemple, offert à la COP par je ne sais quel pays. Bon, je pense que ça aurait provoqué un tollé. Chère Jeanne, votre culture vous déforme l'esprit. J'en suis convaincue. Voilà. J'en suis convaincue. Voilà. Mais bref, cet esprit gardien, que je vois comme un ange gardien, mais pas forcément comme un bon ange, il trône maintenant dans la ville de Belém. Non loin, il y a une femme portant un bébé dans un bras et un petit jaguar cornu dans l'autre, qui lui donne la réplique en quelque sorte. Je pense que c'est assez parlant, parce que à la COP30, ils sont furieux parce que Trump, évidemment, et l'Amérique de Trump n'est plus dans cette histoire-là. Exactement. Et puis les autres, d'autres pays réclament beaucoup d'argent, et notamment la Chine. La Chine qui a conservé le droit de provoquer du CO2 Absolument. tant qu'elle veut, de faire des usines à gaz et des usines à charbon tant qu'elle veut. Ils ont du charbon, donc ils l'utilisent tout simplement. C'est tout à fait légitime, d'ailleurs. Ils ont 10 ans pour rattraper les efforts européens. Absolument. L'Europe est à peu près la seule région au monde qui applique, peut-être avec l'Australie, qui applique fortement les mesures anti-CO2. Et qu'est-ce que cela provoque ? Des problèmes de logement, des obligations démentielles pour les propriétaires. Je crois qu'il faut comprendre que ces COP qui se déroulent à l'autre bout du monde ont des effets directs sur ce que nous vivons, nous, sur notre possibilité d'industrialisation, sur les possibilités de logement pour les jeunes ménages, pour un avenir auquel on peut faire confiance. Vraiment, c'est quelque chose d'affreux. Et donc cette COP30, c'est résolu par une déclaration qui ne décide pas grand-chose finalement. Absolument. Il y a un réalisme aussi. Sinon, pour certains, le droit de continuer à polluer, et pour d'autres, le droit de continuer à payer, puisque en plus, on favorise évidemment dans toutes ces COP, il y en a déjà eu 30, dans ces COP, on favorise évidemment le renouveau de façon à faire de l'électricité plus propre. Alors c'est évidemment le problème des éoliennes, c'est évidemment le problème du nucléaire. Bon, aujourd'hui, l'industrie nucléaire, il faut lire les bouquins de Fabien Bouglet, qui le dit très très bien. Et d'ailleurs, même le président Macron est revenu sur sa décision purement électorale pour avoir les faveurs des écologistes à une certaine époque, de nier, d'arrêter complètement la filière nucléaire, alors qu'aujourd'hui, Dieu merci, le nucléaire a fait d'énormes progrès scientifiques et par conséquent, on ne consomme plus, on ne fait plus de déchets comme on les faisait, on consomme ces déchets pour en refaire, pour remettre en service, si on peut dire, l'uranium en le modifiant, enfin, etc. Donc, avec les EPR, mais en France en particulier, il y a beaucoup de projets qui avaient été lancés il y a une quinzaine d'années, qui ont été arrêtés et dont aujourd'hui nous avons un déficit. On a même un déficit en ingénieurs, alors que nous avions les meilleurs ingénieurs nucléaires peut-être du monde. C'est-à-dire que là, il y a eu des choix politiques
qui sont des choix dramatiques, parce que dans ces matières énergétiques, on ne peut pas prendre 20 ans de retard sans qu'il y ait des conséquences importantes pour les populations, c'est évident. Alors, quand on sait que on avait arrêté ce qui a été médiatisé naturellement, le réacteur de Fessenheim, qui avait été pourtant remise en condition, etc., pour des sommes absolument astronomiques. Et Fessenheim était la plus petite centrale française. On avait des centrales qui étaient beaucoup plus puissantes et qui ont été, à une certaine époque, mises en sommeil, ou du moins, pour certaines, arrêtées, ce qui a provoqué une catastrophe. Vous savez, je ne sais plus quel grand patron d'industrie de l'automobile avait dit « Attention, à l'horizon 2037, on ne fournira pas suffisamment d'électricité pour faire tourner le big data ». Oui, tout à fait. Et alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que, et il l'avait précisé, il avait dit, mais vous qui avez des voitures électriques, eh bien, vous ne roulerez plus. Car on sera évidemment obligé de faire des délestages pour un certain nombre de particuliers, de certaines choses qui ne sont pas indispensables à la survie. Vous imaginez bien, pour le data, si les avions tombent, enfin, je veux dire, ça va poser des problèmes. Bon. Et par conséquent, on est prévenu. On le savait, et c'est à ce moment-là que le président Macron, en l'occurrence, il n'était pas le seul, s'est mis à figer la filière nucléaire en France. Bon, ce qui est évidemment une aberration totale, scientifique, écologique, etc. Mais il y a le fait politique qui vient s'adjoindre à tout ça, et par conséquent, il faut absolument que les écologistes puissent avoir des places et qui rentrent dans le discours. Cela dit, effectivement, les gens se rendent compte que on peut faire, non pas machine arrière, mais plus intelligemment les choses, et par conséquent, cette écologie confiscatoire qui consiste à dire « c'est la catastrophe, vous allez tous mourir, mais nous sommes là, et de la reconstruction, nous allons vous sauver », mais évidemment, ça a un coût. Oui, la liberté. Donc, payez vos... Voilà, exactement. Mais la COP30, bon, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de spectacles que d'autres choses, et puis le monde suit son cours. Nous avons en ligne Yann Bally. Yann Bally, êtes-vous là? Oui, bonsoir Jeanne. Bonsoir. Bonsoir chers auditeurs. Je suis dans le studio avec Didier Rochard et nous sommes ravis que vous ayez pu nous rejoindre. Didier. Bonsoir Yann. Et nous voudrions parler de diverses choses, et notamment, première chose, parce que c'est un changement en ce qui concerne le centre Charlier et la griffe et tout cela. Bernard Anthony, qui est le patron de l'émission que vous écoutez maintenant, chers auditeurs, et Bernard nous rejoindra tout à l'heure par téléphone également. Yann Bally est désormais le président du centre Charlier, le président de la griffe et de Chrétienté Solidarité aussi, si je ne m'abuse. Oui, ça fait beaucoup de présidences. Ça fait beaucoup de présidences. Il n'y a pas de jeton de présence. Non, c'est 100% bénévole. Que les adhérents de ces trois organismes ne s'inquiètent pas. Je ne touche pas 3 fois la paye. Je n'en touche d'ailleurs aucune. Aucune. En revanche... C'est un changement dans la continuité. Voilà. Bon. Ça s'est toujours passé comme ça. Et je suis très heureuse de cela, Yann Bally. Ça a été décidé par une assemblée générale, un conseil d'administration, pardon, il y a quelques semaines. C'est une bonne chose parce qu'ainsi la continuité est en effet assurée dans la douceur, puisque Bernard est toujours tout à fait présent dans ces associations et dans leurs choix, dans leurs décisions stratégiques, si on peut parler ainsi, pour ces associations-là. Et la griffe en particulier, la griffe qui, à mon avis, même si j'en suis la vice-présidente, donc je parle un peu pour ma paroisse, la griffe a besoin d'exister. La griffe est un outil vraiment indispensable face à une montée. On en parle toujours de la montée de l'antichristianisme, de l'anti-humanisme tout court. Est-ce que ça veut dire que nous avons failli? Je ne pense pas. Je pense que nous avons quand même mis les bâtons dans les roues de ces affaires-là, mais il faut être vigilant, il faut être là. Et Yann Bally, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous voyez l'avenir de la griffe dans la continuité. Alors écoutez, oui, tout à fait. C'est un changement. Nous travaillons ensemble depuis, avec Bernard, avec vous, avec Cécile Montmirail, avec tous les membres du conseil d'administration
les assistants de direction, etc. Puis depuis un certain nombre d'années, pour ma part, je crois que ma première carte à la griffe date de 1994, je devais avoir 16 ans. Et j'ai dû rencontrer Bernard Anthony quelques mois plus tard. Et c'est vrai que lorsqu'il m'a demandé de prendre la suite à la tête de cette association extrêmement importante pour le combat de la défense de l'identité française et chrétienne, j'ai été très ému parce que voilà, qui aurait cru quand j'ai pris ma première carte en 1994, on me l'aurait dit. Je pense que j'aurais dit à la personne qu'elle était un petit peu folle dingue. Voilà. Mais effectivement, donc le combat est très important. Le combat de la griffe a été en de nombreux points prophétiques et visionnaires. Je cite souvent le cas d'Ouria Boutelja. Bernard Anthony et la griffe ont été les premiers à identifier ce danger indigéniste qui était en fait le wokisme à la sauce française, à la sauce anti-française. Et on nous disait à l'époque, mais c'est un épiphénomène, ne perdez pas votre temps. L'épiphénomène est devenu majoritaire dans certains secteurs de la société, notamment à l'université. On en parle toutes les semaines dans la presse. Voilà. Et d'ailleurs, nous sommes en train de d'éplucher une interview très récente d'Ouria Boutelja. Oui, alors, un instant, Yann Bali, Oui. nous vous entendons un tout petit peu assuré. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer ou pour qu'on vous entende mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Nous allons voir ça, j'ai l'impression, mais c'est vraiment de temps en temps un petit mot, mais c'est dommage, parce que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ce n'est pas optimal. Donc, est-ce que vous m'entendez correctement? Là, c'est mieux. Plus, c'est bon. C'est beaucoup mieux. Ouria Boutelja, rappelez-nous de qui il s'agit. Alors, Ouria Boutelja, c'est la patronne des indigènes de la République. C'est-à-dire que le Bernard Anthony et la griffe l'avaient repéré il y a maintenant, je crois, une quinzaine d'années, sur des propos que nous avions poursuivis, puisqu'elle qualifiait les Français de sous-chiens. Elle a dit lors des procès que c'était sous-chien de souche, c'est-à-dire un adjectif qu'elle avait créé. Or, dans le propos qu'elle avait tenu, on avait bien compris que c'était sous-chien en deux mots, en dessous des chiens. Et donc, nous l'avions poursuivi. Nous avions gagné en première instance, en appel, nous avions perdu. La Cour de cassation nous a donné tort au final, mais on se rend bien compte qu'avec tout ce qui se passe depuis, là, notre combat était prophétique et visionnaire. Et je disais donc que nous sommes en train d'éplucher une déclaration récente dans une radio d'extrême gauche de Ouria Boutelja, où elle tient un certain nombre de propos, et nous sommes en train de voir avec nos avocats s'il y a matière à poursuivre. Bon, dans cette émission, elle dit notamment que si les gens d'origine arabo-musulmane peuvent être quelquefois antisémites et homophobes, c'était exclusivement lié à la pression coloniale qui les avait obligés à devenir comme ça, et qu'avant la colonisation, ils n'étaient pas comme ça. Bon, ça, c'est pas le genre de choses qu'on va poursuivre, mais enfin, c'est amusant d'entendre ce genre de propos. En revanche, elle tient d'autres propos qui sont limites, et on va voir avec notre avocat coordinateur s'il y a matière à poursuivre, notamment lorsqu'elle déclare que elle fait toute la liste des défauts qu'auraient, je ne les répéterai pas moi, les gens, les arabo-musulmans ou les maghrébins. Elle fait une liste de nombreux défauts que je lui laisse la paternité de cette liste, mais et pour conclure, écoutez, malgré tous ces défauts, on est très content d'être ça et de ne pas être des blancs, de ne pas être de race blanche. Voilà. Donc il y a toute une longue interview que nous allons analyser et que nous allons sans doute, j'espère, on va voir si on peut poursuivre. Nous devons compter nos coûts parce que les procédures sont longues, elles coûtent cher, et voilà, on a besoin c'est un appel aussi pour les auditeurs de Radio Courtoisie. On a besoin de nouveaux adhérents, on a besoin de donateurs, on a besoin de bienfaiteurs pour pouvoir répondre à toutes les attaques que nous subissons
à tout cette déferlante de racisme anti-français et anti-chrétien qui ne faiblit pas. Nous sommes en train de travailler là sur des propos qui ont été tenus à l'université d'été de la France insoumise, en disant que les chrétiens étaient la pire religion en termes de massacres et de méfaits. Donc voilà, tout ça. Il y a beaucoup de travail. Il y a de la réplique. Alors tout ne se passe pas devant les tribunaux. Il y a également la réplique. Il faut vraiment à réfléchir avant d'agir, parce que les lois antiracistes sont très elles sont à la fois restrictives et pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies et qu'on ne peut pas dire. Mais pour gagner une affaire en tant que Français, en tant que Blanc, en tant que chrétien, c'est beaucoup plus difficile devant les tribunaux. Absolument. Alors voilà, on a l'humour, on a un soi-disant humoriste sur France Inter qui la semaine dernière a tenu des propos scandaleux, mais on nous dit que c'est pas la peine de poursuivre parce que sous couvert de l'humour on peut tout dire. Je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a des choses que même sous couvert de l'humour on ne pourrait pas dire, et c'est tant mieux. Ou alors il y a la liberté artistique. Sous couvert de la liberté artistique, on peut exposer des choses absolument scandaleuses. Vous avez suivi de très près l'exposition de l'infamie à Metz. Une procédure qui a duré 13 ans, et donc en payant tout au long, bien sûr. Voilà, et sous couvert de la liberté artistique, on laisse passer une propagande pédophile, très simplement. Et voilà, donc c'est effectivement, il faut vraiment calculer notre coût. Mais comme nous le disait maître Georges-Paul Wagner, notre grand avocat de la griffe que cite régulièrement Bernard Anthony, pour la griffe, il ne suffit pas d'avoir une fois raison, il faut avoir 100 fois raison. Donc on doit continuer, mais tout ça effectivement prend du temps. Et pour nos avocats, le temps c'est de l'argent, et toutes ces procédures coûtent cher. Nous avons des consignations à payer à chaque fois que nous faisons une procédure. Donc vraiment, de grâce, chers auditeurs de Radio Courtoisie, parlez de la griffe autour de vous, aidez-nous vous-même, parlez de la griffe autour de nous. Le site internet de la griffe est bien fait, vous avez une rubrique dons, adhésion, ça nous permet de monter en puissance dans le combat, parce que le combat n'est pas terminé, il est loin d'être terminé, et je crois que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Alors cela dit, nous avons quelques victoires à Marseille il y a quelques semaines. Oui, j'allais en parler. C'est très important ce qui s'est passé. Voilà, nous avons été contactés par notre ami le sénateur Ravier qui trouvait absolument scandaleuse la décision du maire de Marseille d'interdire la diffusion du film Sacré-Cœur, qui est un magnifique succès, et on s'en félicite. Et il a dit il faudrait qu'on fasse quelque chose, mais Sol, je suis un peu embêté. Est-ce que la griffe peut me prêter aide et assistance? C'est ce que nous avons fait, et nous avons bien fait, puisque le tribunal administratif nous a donné raison, Stéphane Ravier et à la griffe, et donc le maire de Marseille a dû dû lever son interdiction, et le film a pu être diffusé devant une salle comble, deux ou trois soirs de suite. Voilà. Donc ça, c'est une victoire, c'est très bien. Il y a d'autres affaires. Il y a eu une affaire récemment aussi à Montpellier. On a eu un spectacle, une horreur de musique sataniste et de profanation d'église même. D'une église qui est désaffectée, mais dans laquelle il y a tout de même les tombeaux d'un certain nombre de prélats. Là, le tribunal n'a même pas daigné étudier notre requête en référé. Il a dit voilà, rejeter ipso facto, rejeter, et on n'étudie pas le dossier. Voilà. Alors quelquefois, voilà, on a affaire aussi à un silence de la justice. Nous avons également une affaire dont on a eu un retour au bout de plus d'un an de procédure. C'est l'affaire Nassira Al-Moadem. Vous savez, Nassira Al-Moadem qui qualifie les Français de peuple raciste dégénéré ou de racistes dégénérés. Voilà. On a poursuivi dès qu'elle a tenu ses propos. C'était en mai 2024, je crois. Oui. C'est seulement début novembre
que le tribunal nous a autorisé à entrer comme partie civile dans cette affaire et nous a demandé la consignation qui va nous permettre de nous lancer dans cette affaire, à notre avocat de travailler pour que Madame Nassira Al-Mouadem, journaliste, paraît-il, soit condamnée pour ses propos. Voilà. Voilà quelques affaires actuelles. Il y en a d'autres. On a une, je crois qu'on a une demi-douzaine d'affaires chaque mois pour lesquelles nous sommes sollicités et certaines nous y allons, d'autres nous hésitons, voilà, parce que nous devons effectivement compter nos coups. Mais il y a aussi les communiqués de la Griffe qui permettent de porter une voix, de porter ce combat devant les médias. J'aimerais qu'on parle 2 secondes quand même, ou peut-être même un peu plus, du colloque qu'organise le Centre Charlier Chrétienté Solidarité ce samedi 29 novembre à l'adresse suivante, 49 rue des Renaudes, Paris 17e, ce samedi de 10h à 18h, un colloque qui s'appelle Science et Conscience. Y serez-vous, Yann Bali? Y serez-vous, Didier Rochard? Alors, Didier, serez-vous sur place? Non, pas du tout, malheureusement, parce que je suis déjà occupé depuis fort longtemps. Je suis retenu pour un autre colloque qui se passe à l'école militaire. Et par conséquent, on va faire un silence absolu sur ce colloque qui nous concurrence. Disons les choses de manière bien partisane. Non, je crois qu'on a moins parlé de ce colloque Science et Conscience. Yann Bali, pouvez-vous nous en dire un petit mot? Parce que je crois que ça peut vraiment intéresser les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, tout à fait. Alors, bon, voilà, c'est notre combat. Hein, c'est la triade Centre Charlier, Chrétienté, Solidarité à Griffe. Hein, on mène un combat judiciaire, un combat politique, un combat culturel. Et là, voilà, c'est un combat aux confins de la science et de la spiritualité, de l'éthique. Effectivement, beaucoup de questions se posent aujourd'hui, hein, l'intelligence artificielle, les lois dites sociétales, le projet de loi euthanasie et de suicide assisté qui, heureusement, est pour l'instant en mode pause. Voilà. Donc il y a tout un tas de questions sur lesquelles on a un peu travaillé lors de notre université d'été et cela a donné l'idée à notre groupe de jeunes de monter ce colloque parce que c'est une initiative, on aime la délégation, la subsidiarité au Centre Charlier. Ce sont nos jeunes qui ont monté ce colloque, qui ont contacté les conférenciers et je crois que c'est un plateau vraiment de grande qualité, puisque nous aurons Aude Dugas, qui est la postulatrice de la cause du professeur Jérôme Lejeune, notamment. Oui, et auteur d'une biographie du professeur Jérôme Lejeune qui est de toute beauté, vraiment, je vous la recommande. Tout à fait. Nous avons le père Thibault, qui est un prêtre du diocèse de Metz, qui est spécialisé notamment sur, nous parlions l'autre jour, tout à l'heure, d'un concert sataniste à Montpellier. Lui, il est spécialisé sur tout ce mouvement-là. Et Yann, je voudrais interjeter quelque chose là, c'est que à la Silicon Valley, parmi les très grands pontes de l'informatique et de l'intelligence artificielle, ces courants ésotériques sont extrêmement présents et ils ne s'en cachent absolument pas. Je crois qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un papier sur le festival Burning Man aux États-Unis, dans le désert, dans un désert d'Arizona, je crois, où tout ce petit monde se réunit et alors il est très net qu'il s'adonne tout à fait ouvertement à des pratiques occultes. Enfin, ils ont une spiritualité panthéiste. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a rien de complotiste dans ce que je dis. Il suffit de voir ce qu'ils font et ce qu'ils organisent pour comprendre qu'il y a parmi ces personnes qui sont extrêmement puissantes, extrêmement riches et qui rêvent d'immortalité, il y a vraiment un petit problème, une petite déviation, disons, par rapport à la droite raison, ne serait-ce qu'elle. Oui, tout à fait. Mais ça sera abordé par le père Thibault, parce que ça fait partie de ces thèmes de prédilection. Et effectivement, nous abordons cette thématique-là. Nous avons comme intervenant également Joël Hautebert, qui est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, qui est professeur agrégé en histoire du droit
et qui est administrateur d'Ictus. D'ailleurs, nous sommes accueillis dans les locaux d'Ictus pour ce colloque. Nous avons Joseph Lebosquet, qui est un docteur en neurosciences, brillant docteur en neurosciences, et Jeanne Smith, qui est également connue des auditeurs de Radio Courtoisie, vice-présidente de la Griffe et journaliste. Donc vous voyez, on a un plateau très intéressant. Donc c'est une journée de colloque, 10h, 18h. Il y a encore quelques places, donc on peut s'inscrire, ça c'est très important. On doit s'inscrire même. Oui. On doit s'inscrire via le site de Chrétienté Solidarité. Vous allez sur le site de Chrétienté Solidarité. En une, vous avez le visuel du colloque. On clique dessus et vous avez les modalités. On peut s'inscrire en envoyant un mail ou par la plateforme, excusez-moi pour l'anglicisme, WizEvent, qui permet de s'inscrire en ligne. Voilà, donc ce sera vraiment, je pense, une journée de formation très intéressante pour la région parisienne, et même les amis un peu plus loin peuvent venir. Maintenant, on rallie Paris rapidement en train. La SNCF fonctionne très bien, il n'y a jamais de retard dans les trains, comme chacun le sait. Donc voilà, c'est vraiment un colloque qui est ouvert à tout le monde. On a beaucoup de jeunes qui sont déjà inscrits, mais c'est pas parce qu'on est un peu moins jeune qu'on ne peut pas s'inscrire. Voilà. Il y aura sur place une librairie, il y aura les responsables de Chrétienté Solidarité du Centre Charlier et de la Griffe qui seront là, qui pourront répondre à vos questions. Nous aurons toute notre documentation qui sera disponible. Voilà, ce sera une journée de travail et en même temps d'amitié française. Et qui surtout, alors je vois qu'il y a une interview d'Anne Figueras, que je connais vaguement, sur le Salon Belge, qui présente ce colloque, qui explique pourquoi ces jeunes ont donc choisi cette thématique. Moi, ils m'ont demandé de parler de l'eugénisme, notamment à travers l'exemple de Chesterton, qui s'était élevé avec beaucoup de force et d'humour contre cette pratique, qui est devenue omniprésente aujourd'hui. Donc, tout cela, on en parlera, et je pense vraiment que cela répond à un besoin de formation des jeunes. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. C'est quelque chose de très rassurant parce que on voit que on aurait pu se dire si on fait des choses trop pointues, on va pas attirer les jeunes. Ben, pas du tout. Plus on fait des choses pointues, plus on fait un travail de recherche approfondie et élevé, mais plus on a un public jeune qui s'intéresse à toutes ces questions, et c'est très important parce que le combat est culturel. On le sait, on est en train petit à petit de remonter la pente, et Dieu sait qu'elle est ardue, mais voilà, c'est le travail que fait le Centre Charlier depuis plus de 40 ans, et nous le continuons, et je suis vraiment très heureux que notre équipe de jeunes ait pris ce colloque en main et en assure le succès qui sera le sien samedi. Voilà. Mais Didier Rochard et moi, les Radio Courtoisie sont concernés, il faut qu'ils viennent et s'inscrivent rapidement à ce colloque. Voilà. Oui, Didier Rochard et moi-même et Olivier Figueras, nous avons préparé l'émission qui sera diffusée le 16 décembre prochain à 14h. Donc j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à se brancher. Nous avons beaucoup parlé de l'intelligence artificielle parce que c'est un grand sujet de notre époque. Et ce sujet sera donc abordé encore plus en profondeur lors de ce colloque de samedi prochain. Yann Bali, avant de nous quitter, je crois qu'il y a quelques petits sujets que vous voudriez aborder avec nous, notamment celui du trafic de drogue, parce qu'on en parle beaucoup, bien sûr, avec la marche blanche qui a réuni en fait toute la pensée moderne autour d'une indignation face à un assassinat, et en même temps on en a profité pour cracher sur la France. Bon, parlez-nous un peu de ce vous-même, vous êtes plutôt dans le sud de la France. Comment cela se passe-t-il ? Que devrait-on faire ? Voilà. Le trafic de drogue, que faire ? Je pense, alors vaste question. Je crois les Français sont en train de se rendre compte, enfin en tout cas cette réalité-là est en train de s'afficher clairement aux yeux des Français. Mais pour ceux qui connaissent la situation des villes, notamment du Sud, mais il n'y a pas que le Sud, hélas, qui soit touché. Toutes les villes de France maintenant sont concernées par
par ces mafias de la drogue, on sent très bien qu'il y a une emprise depuis plusieurs années, que les choses sont montées crescendo depuis plusieurs années. Vous savez, quand les émeutes ont eu lieu suite à la mort de Naël, la mort de ce jeune délinquant, on a dans certaines villes, alors qu'on se disait là il va y avoir des émeutes, il n'y a absolument rien eu. Parce que les trafiquants de drogue et les parrains de la drogue n'avaient pas besoin que leur commerce soit troublé. En général, les quartiers où se passent les trafics de drogue ont été épargnés, en tout cas dans la région que je connais. Quand les choses se sont arrêtées, c'est parce que les parrains de la drogue ont dit maintenant partout, maintenant le commerce ne fonctionne plus correctement, donc on arrête, c'est bon, vous vous êtes bien défoulés, vous avez bien montré à l'État français qu'il ne mettrait plus rien, mais maintenant il faut que les affaires reprennent. Bon, voilà. Maintenant on comprend, alors tout le monde en parle, maintenant, même le ministre de la Justice reconnaît que nous sommes dans une situation assez inquiétante, voire catastrophique. Le problème, c'est qu'on est encore avec des discours. On parle de projet de loi, on parle de mesures, de contre-mesures. Le problème fondamental, c'est que le président Macron utilise beaucoup le terme de guerre à tout va. On était en guerre contre le Covid, etc., etc. Mais là, c'est une véritable guerre. Et quand on est en guerre, ce sont les lois de la guerre qui s'appliquent. Ce ne sont pas les lois de ce qu'ils appellent l'état de droit. C'est-à-dire que quand on est en guerre, on doit mettre hors d'état de nuire son adversaire et son ennemi. Et là, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Alors, c'est un peu audacieux ce que je vais vous dire, mais je prépare un article sur le sujet dans le prochain numéro de la revue Reconquête. D'ailleurs, j'incite les auditeurs à s'abonner à cette revue. On trouve tout ce qu'il faut pour s'abonner à Reconquête sur le site de Chrétienté et Solidarité. Je crois qu'il va falloir un moment, pour certains sujets, mettre le bloc constitutionnel entre parenthèses. Et ça, il faut que les gens qui prétendent accéder au pouvoir pour assurer une alternance, je crois qu'il faut qu'ils réfléchissent à cela. On ne réglera pas certains problèmes sous la tutelle du bloc de constitutionnalité, de la Déclaration des droits de l'homme, des libertés, etc., etc. Oui, il faut liberté pour les honnêtes gens, mais après, lorsque l'on dit qu'on est en guerre et qu'en face on a des adversaires armés qui tuent et qu'ils veulent détruire notre pays, ce sont d'autres lois qui doivent s'appliquer. Ce sont les lois de la guerre. Voilà. Je pense que je vois Didier Auchat hocher la tête. Si déjà on appliquait les lois qui existent, parce que en fait les lois qui existent pour réprimer ce genre de trafic, ces lois ne sont pas appliquées. Et par conséquent, et puis effectivement, comme dit Yann très justement, il y a un certain nombre de lois qu'il faut modifier. Le simple fait de ne pas pouvoir perquisitionner avant 6 heures du matin ou des choses comme ça, vous pensez bien que les trafiquants ont tout de suite vu les failles. Écoutez, je vais vous donner une anecdote vécue. Je suis directeur d'une collectivité territoriale. Il y a courant septembre, il y a eu une opération sur le département et les départements adjacents de la ville du département où je réside et où je travaille. Une opération coup de poing drogue, au moyen notamment de drones. Mmh. Eh bien, nous avons reçu des notifications préfectorales nous avertissant que de telle date à telle date et de telle heure à telle heure, des drones survoleraient les communes concernées et qu'il fallait donc l'afficher, en quelque sorte en faire la publicité. Voilà, parce que comme c'est une mesure de coercition, une mesure qui peut porter atteinte à la vie privée ou qui peut porter atteinte à la discrétion, etc., il fallait le faire savoir. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que pour ce genre d'affaires, on ne devrait pas avoir à faire de la publicité comme on l'a fait pour un arrêté de permis de construire ou voilà, c'est quand même absolument incroyable. Je suppose que cette opération a eu un grand succès d'ailleurs. Alors, il y a quelques étourdis qui n'avaient pas vu la communication et qui se sont fait prendre. Il y a eu quand même tout de même un certain nombre d'arrestations et quelques coups de filet parce que tout le monde ne va pas voir les affichages officiels et ne suit pas les communiqués de la préfecture, heureusement.
Yann Bally, vous voulez ajouter quelque chose à cela ou devons-nous vous libérer ? Oui, je veux juste ajouter une chose. On a parlé du colloque et le vendredi 12 décembre à 19h30, vendredi 12 décembre à 19h30, nous aurons une soirée de conférence au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, concernant la situation des chrétiens en Kabylie. Alors nous parlerons de la situation des chrétiens en Kabylie, persécutés par le régime algérien, et bien entendu, on parlera également de Boualem Sansal, de sa libération, de Christophe Blaise, excusez-moi, oui, qui est toujours emprisonné dans les geôles algériennes et de la situation en Algérie. Voilà. Donc le vendredi 12 décembre à 19h30 au Centre Charlier, on aura l'information dès ce week-end sur le site de Chrétienté Solidarité. Je précise le numéro de téléphone du Centre Charlier, 01 40 51 74 07. Je répète, 01 40 51 74 07. Comme ça, les personnes qui souhaitent s'informer sur ces activités ont un lieu où se rendre. Voilà. Il y a aussi le site de la Griffe, lagriffe.fr. Nous sommes présents sur tous les réseaux, sur Twitter X, sur Instagram, sur Facebook et sur notre site internet. Voilà. Merci infiniment Yann Bally. Nous nous réjouissons de vous voir au colloque. Avec plaisir. Et je rappelle que nous vous entendrons bientôt le 16 décembre. Plus tard. Oui. Un peu plus tard, nous aurons le 24 décembre. Le 24 décembre, voilà. Nous aurons de nouveau sur Radio Courtoisie le plaisir de vous entendre. Cette fois, vous serez dans les studios, donc ce sera encore mieux. Voilà. Merci Yann Bally. Merci beaucoup Jeanne. Bonne soirée aux auditeurs, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Yann. Vous écoutez donc Radio Courtoisie, l'émission de la réplique qui est habituellement dirigée par Bernard Anthony. Et aujourd'hui, moi, Jeanne Smith, sa suppléante, je prends justement la suppléance dans l'incapacité de Bernard de venir à Paris ces jours-ci, mais il va intervenir par téléphone tout à l'heure. S'il vous plaît Claudia, le bobino. Chers amis, Radio Courtoisie pourrait se taire, car Radio Courtoisie, sans subvention ni publicité, ne vit que de vos dons. Radio Courtoisie fête ses 38 ans ce mois-ci, mais ses finances sont fragiles. Aidez-nous, soutenez-nous, pour que cette voix ne s'éteigne pas. Dès maintenant, faites un don en ligne sur soutenir.rc.fr ou envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance. Merci. Merci à Claudia qui est à la technique et qui réalise cette émission et que nous voyons à travers la vitre, c'est très agréable. Didier Rochard, nous parlions tout à l'heure de la date, 26 novembre. Eh bien, 26 novembre, c'est une grande date en fait. C'est une date importante que je chéris particulièrement, tout simplement. Alors, c'est le 26 novembre. Nous sommes le 26. Nous sommes bien le 26 novembre. Et le 26 novembre 1252, c'est la mort de Blanche de Castille, qui fut une très grande reine. Et c'est une petite parenthèse qui peut être musicale, puisque en dehors de l'histoire de Blanche de Castille, il se trouve que nos rois et nos reines, dans l'ancien temps, dans les temps énormément jadis, comme disait le clown, eh bien, ils étaient très cultivés et ils parlaient certainement quelques langues, en particulier le latin, souvent le grec, et ils étaient très musiciens également. C'est le cas de Blanche de Castille, c'est le cas de presque tous nos rois et nos princes. On sait que Louis XIV, par exemple, était non seulement musicien, mais était un grand danseur. Et Louis XIV était un chorégraphe qui a beaucoup inscrit sur le papier, si l'on peut dire, des chorégraphies tout à fait professionnelles même. C'était un roi danseur. Très bien. Qu'à cela ne tienne, ça peut peut-être donner des idées. Voilà. Alors, toujours est-il que Blanche de Castille, donc je le disais, grande reine, c'est la mère de Louis IX. Elle était mariée en 1200. Elle fut couronnée reine de France en 1223. Et elle a exercé la régence à 2 reprises. Elle a donc bien été reine de France, et pas simplement la femme du roi, si je puis dire. La reine consort. Voilà, puisque les 2 régences, d'abord après le décès de Louis VIII entre 1226 et 1235,
c'est l'année de la majorité de son fils Louis IX, puis en 1248 jusqu'à sa mort, Louis IX étant alors parti en Orient à l'occasion de la 7e croisade. Elle tenait sa cour à Mantes-la-Jolie, et elle était entourée par des artistes, en particulier par le trouvère Thibaut de Champagne, qui était même son neveu de Blanche de Castille, et qui, pendant 5 ans, fut élevé par Blanche de Castille entre 1209 et 1214. Alors, c'est un clin d'œil musical. Je n'ai pas trouvé d'enregistrement de Blanche de Castille, parce qu'à l'époque, oui, mais à l'époque, la technique... Oui, c'est d'une grande actualité, parce qu'aujourd'hui, on présente le Moyen-Âge comme une époque obscurantiste, etc. Or, nous avons là une femme qui dirige le pays, une femme qui compose de la musique, une femme qui... bien sûr. C'est vraiment... il faut relire Régine Pernoud et l'urgence. Mais vraiment, c'est une actualité c'est une vraie actualité. Mais c'est évident, mais c'est parce que le Moyen-Âge, effectivement, avec des codes très spécifiques, mais le Moyen-Âge, au contraire, à travers l'architecture, à travers la musique, à travers la littérature, à travers les cours, a tout révélé de ce qui était l'homme humain et la civilisation de l'époque. Alors, il y avait des codes, il fallait les comprendre, il fallait chercher, il fallait les trouver, mais c'est après qu'on a tout étouffé. Et le Moyen-Âge, d'ailleurs, je trouve, un non-sens de vocabulaire, parce que moyen, ça veut tout dire, alors que c'est le haut de la civilisation. Alors, je vous propose simplement d'entendre une musique de cette époque. Alors, pardonnez-moi, puisque je n'ai pas Blanche de Castille, j'ai trouvé Hildegard von Bingen. C'est un peu, mais c'est une femme encore, oui, qui parlait au pape, qui conseillait le pape, enfin, etc. Et c'est parce que les dates sont assez semblables, 1098, 1179, et je vous propose d'entendre au Clarissima Mater, on parle encore d'une femme, évidemment, c'est Marie, c'est un hymne à la Sainte Vierge. Merci beaucoup Didier Rochard, parce que vous avez éclairé cette soirée d'une belle musique. C'était Hildegard de Bingen, dont on a la musique, mais vous nous avez dit que Blanche de Castille, elle aussi, elle composait avec son neveu Thibaut de Champagne. Donc vraiment, c'est la culture, c'est ce qui nous relie beaucoup plus que toute autre chose. Évidemment. Il faudrait parler de la culture telle qu'elle se répand maintenant dans les milieux religieux. Il y a eu une grande enquête de l'IFOP sur la religiosité des Français, et en particulier la pratique, les prescriptions religieuses qui sont suivies ou non. Alors chez les catholiques, ce n'est pas bien brillant, mais en revanche, chez les musulmans, ça l'est. Didier Rochard. Oui, absolument. C'est même pas un sondage, c'est une enquête qui est très révélatrice de la situation que nous vivons en France, à savoir qu'il y a une prépondérance chez les jeunes aujourd'hui, une prépondérance de la pratique musulmane. Et alors, moi je me méfie toujours de ce genre d'enquête. Il faudrait pouvoir connaître les tenants et les aboutissants des enquêteurs, dans quel quartier ont-ils vraiment été, et les chiffres sont-ils vraiment, donnent-ils vraiment j'allais dire par des chiffres, donnent-ils la situation exacte. Bon, ce qui est certain, c'est que si on fait une enquête auprès des jeunes catholiques pendant le pèlerinage de Chartres, on va évidemment avoir une sensation de pratique absolument extraordinaire, ce qui n'est quand même pas révélateur de la pratique générale en France. Alors, ce qui est de particulier, c'est l'échantillon très étendu. Voilà, exactement. Là, c'est un échantillon qui est très large et qui révèle que les pratiques sont très suivies dans le monde musulman, que les jeunes comprennent parfaitement ce qui est le port du voile, par exemple, ce qui aujourd'hui, attention, c'est contraire aux lois de la République. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que pense la jeunesse, puisque cette enquête s'adressait particulièrement aux jeunes, ce que pense la jeunesse, ce qu'elle vit d'ailleurs dans beaucoup de quartiers, et puis ce que nos députés, ce que nos édiles réalisent, ou plus exactement ne réalisent pas de la réalité du pays. Et ça, c'est tout à fait angoissant.
Tout simplement parce que les mesures nécessaires ne seront jamais prises, puisqu'il n'y a pas le sens de la réalité des choses. Les gens qui prennent les décisions aujourd'hui, on le dit suffisamment, c'est développé dans tous les médias, sont totalement coupés de la réalité des choses et ne veulent pas la voir. Parce que, évidemment, ça remet en question d'abord les décisions qui ont été prises, ça remet en question le présent de leur propre situation aujourd'hui par rapport à leur représentation nationale, et puis ça remet en question l'avenir et de savoir comment est-ce que ces choses vont évoluer dans l'avenir avec... pour ne parler que de ça, la politique de visa que l'État français a en ce moment vis-à-vis des pays du Maghreb, une politique de visa qui se développe considérablement malgré les dissensions diplomatiques avec l'Algérie en particulier, c'est tout à fait inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est de savoir que nos responsables, en quelque sorte politiques, se voilent la face. Et alors, naturellement, dans les médias mainstream, comme on les appelle, je mettrai 1 euro dans le cochon, évidemment, on ne parle que du péril de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on fait... Et même de l'intégrisme catholique dans les prisons, il fallait l'inventer. Celui-là, il fallait le faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une inversion complète de la preuve, en quelque sorte, de façon à rejeter la responsabilité sur une extrême droite qui n'est pas forcément d'ailleurs religieuse. Enfin, je veux dire, l'extrême droite... Il y a une forte composante païenne. Il y a une forte composante païenne. Par conséquent, je crois que l'assimilation des deux est un raccourci qui ne se justifie absolument pas. Par contre, il faut prendre en compte la réalité. Ça, c'est une enquête très large sur un panel très important. Et par conséquent, le monde politique doit prendre en compte cette réalité qui se passe essentiellement dans les grandes villes. Mais enfin, la France est très touchée par cette situation. C'est incontestable. On lit par exemple que 87% des musulmans âgés de 15 à 24 ans, 87% chez les jeunes de 15 à 24 ans se déclarent religieux quand ils sont musulmans. Exactement. Et c'est 48% dans les autres religions. Oui, oui. Je pense quand même que cela traduit un besoin de sens, un besoin de spiritualité, mais là, avec cette composante politico-sociale, avec un poids social très fort, on voit que la consommation d'alcool, qui est quand même importante chez les jeunes, chez les musulmans, elle tombe chez les jeunes à 12%. Donc c'est une mauvaise nouvelle, y compris pour le vin. C'est-à-dire qu'il y a les excès d'alcool, mais il y a le vin qui est signe de civilisation. On est en train de basculer dans autre chose, à moins, en effet, d'avoir suffisamment de pouvoir d'attirance par notre foi et nos mœurs pour inverser cela. Ce n'est pas impossible, mais ça me semble bien difficile. Et le monde politique, plutôt que de prendre en compte cette demande, cet appétit de la jeunesse vers plus de sens dans leur vie, eh bien, à côté de ça, le monde politique répond danger extrémiste. Enfin, je veux dire, c'est totalement aberrant. C'est hors de propos, d'ailleurs. Par conséquent, ça montre bien qu'il y a un manque total pardonnez-moi, d'intelligence sur la réalité des choses, quoi. Ou une volonté inverse. Ou une volonté idéologique, ça c'est et politique et électorale. N'oublions pas, car tous ces jeunes vont grandir, ce seront des électeurs. N'oublions pas que tous ces jeunes, ils vont fonder sans doute des familles, ils auront enfin voilà. Alors après, évidemment. On fustige les théories du grand remplacement, etc. Mais en attendant, il y a une constatation, une observation à faire et à prendre en compte les appétits de cette jeunesse parce qu'il faut y répondre. Et il est intéressant de voir que l'IFOP ait pu le faire et cela fait et fera couler beaucoup d'encre. Bernard Anthony, je crois, est au bout du fil. Il est en ligne. Bonsoir Bernard. Bonsoir
Jeanne, et j'entendais la voix du cher Didier Rocher. Bonsoir Didier. Bonsoir et Bernard. Bonsoir à la technique. Je ne peux pas être là pour des raisons simples. C'est qu'il s'agit là de questions de santé de mon épouse. C'est pas grave, une question de cataracte. Et moi-même, je vais devoir subir de telles choses, ce qui fait que j'en suis très contrarié, mais j'ai retardé. Et il faut bien que je me résolve à accepter de faire du tourisme hospitalier le mois prochain et l'autre après. Eh bien, je crois savoir qu'une fois, c'est mes parents qui m'avaient dit cela, une fois qu'on est opéré de la cataracte, on voit le monde en multicolore et c'est fantastique. Donc, eh bien, Dieu soit loué, si cela peut être ainsi, tant mieux. Bernard, je vous écoute. Bernard, c'est nous qui allons vous écouter, au contraire, parce que il y a beaucoup d'actualités et pour commencer, énorme, je crois qu'on commence toujours l'émission de la réplique avec, quand vous la dirigez, puisque vous en êtes le patron, vous commencez toujours avec votre coup de gueule. Là, elle se situe un peu plus loin dans l'émission, mais nous avons envie de l'entendre. Oui, alors écoutez, j'ai beaucoup de coups de gueule peut-être à distribuer ce soir, mais je ne peux pas me détourner de l'importance de l'affaire qui secoue ce soir les États-Unis. Je dis bien les États-Unis, mais d'abord, au fond, de quoi parle-t-on ? Nous allons parler dans un instant des rapports, des conversations incroyables, donc étonnantes, ahurissantes, stupéfiantes. Ce n'est pas mes mots, ce sont les mots d'un certain nombre de commentateurs, dont certains sont des commentateurs de qualité. Alors, de quoi on parle ? Quand on parle de la Russie, c'est ça la question. Dans un instant, je vais dire comment l'ambassade de Russie a essayé de m'acheter. Je l'ai déjà raconté une fois peut-être, mais je vais le raconter une nouvelle fois. On parle de la Russie. La Russie est un immense État, 33 fois grand, comme la France ou à peu près comme l'Ukraine. Donc, elle n'a pas besoin de territoire nouveau. 33 fois la France, c'est déjà pas mal. Elle est un État central d'une alliance avec la Chine de Xi Jinping. Ce soir, hélas, cet immense incendie qui dévaste Hong Kong. La Chine de Xi Jinping, un peu moins nombreuse aujourd'hui que l'Inde de Narendra Modi, mais enfin, la plus grande puissance peut-être militaire aujourd'hui, on ne sait pas, par rapport aux États-Unis. La Corée du Nord de Kim Jong-un, qui envoie des troupes donc pour combattre les Ukrainiens, avec la parfaite alliance avec l'URSS, je dis URSS, oui, on maintient l'URSS, et l'Iran de Khamenei, c'est pas Khomeini, un commentateur un jour, pardonnons-lui, confondait l'ayatollah Khomeini et le dictateur actuel de l'Iran, le guide de la révolution, qui s'appelle Khamenei. Alors, une Russie qui ressemble de plus en plus à l'Union soviétique. Il n'est que de regarder les défilés sur la place rouge. Ces défilés, ce sont les défilés du temps de l'URSS. Et ça n'est pas pour rien. J'ai été le premier à le dénoncer, que quand on a vu arriver le ministre des Affaires étrangères de la Russie actuelle, Sergueï Lavrov, à Anchorage, au moment de la rencontre de Poutine et de Trump qui devaient régler les problèmes définitivement. Ils n'y sont pas tout à fait arrivés, mais enfin, avec quel sweatshirt, portant quel sweatshirt débarque à Anchorage Sergueï Lavrov? Un sweatshirt avec la mention de CCCP, c'est-à-dire URSS en lettres cyrilliques. Donc voilà, une Russie où fleurissent, comme au meilleur temps du goulag, la statue et les bustes de Staline. La statue et les bustes de Staline, et aussi les hommages à Dzerzhinsky. Oui, c'est en 1999 que l'actuel dictateur de la Russie, Vladimir Poutine, organise à la Loubianka une réunion des anciens. Tout ça, on le trouve partout. On le trouve surtout dans la revue Reconquête quelquefois, tout ça raconté par l'excellent journaliste Bruno Fanucci. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette transformation de ce qui avait été un temps la Russie et qui est redevenu
l'URSS, avec certes des formes différentes, mais enfin, une Russie dont les modèles sont effectivement non seulement de Staline, mais je pèse mes mots, d'Hitler. Oui, la stratégie mise en œuvre par Poutine aujourd'hui, quelle est-elle? On en a un exemple, nous, les Français, c'est d'appeler Wagner, un corps expéditionnaire donc en Afrique et ailleurs. Ce corps expéditionnaire appelé Wagner, parce que Poutine aime peut-être la musique, mais en même temps, Wagner, c'est aussi, donc, s'est transformé en Afrika Korps. Qui a transformé la milice Wagner en Afrika Korps? C'est M. Poutine. Et l'Afrika Korps, c'est quoi? Eh bien, ce Poutine a le culot de traiter de nazis ses adversaires ukrainiens. Qui a baptisé Afrika Korps, la milice Wagner? C'est M. Poutine. Et quelle est la stratégie de Poutine quand on la regarde de très près? Elle est exactement celle d'Adolf Hitler. Les méthodes de l'Anschluss, avec l'Anschluss sur les Sudètes, sur l'Autriche. Donc là, nous sommes confrontés, oui, j'adhère totalement à ce que des généraux, j'écoutais tout à l'heure le général Grégoire de Saint-Quentin, qui est un excellent général qui évoquait les menaces que fait peser aujourd'hui la Russie sur le monde en général, en particulier l'Europe. Et là, si j'avais... Alors, il y a ce scandale qui secoue les États-Unis aujourd'hui, où le conseiller de Donald Trump, Steve Witkoff, qui a été formé à la diplomatie, comme moi, à la plomberie-zinguerie. Steve Witkoff, qui, dont l'actualité, les journaux, les médias américains dévoilent aujourd'hui qu'il a eu une grande et fort amicale conversation avec son alter ego du gouvernement Poutine. Là, des personnes comme Isabelle Lasserre, qui est un excellent grand reporter, dit cela relève de la plus haute trahison. Il y a Laure Mandeville, qui est aussi une personne parfaitement au courant. Elle a été la grande spécialiste donc de la Russie et aussi, excusez-moi, ça va bien. Donc, elle commentait tout à l'heure cela sur une chaîne autre que Radio Courtoisie. Elle disait Witkoff et une partie de la diplomatie américaine joue pour Moscou. C'est quand même grave, non? Alors, quand il y en a qui disent mais non, il n'y a pas d'espionnage russe, il n'y a pas de stratégie russe, Poutine est un enfant de cœur. Alors, avec moi, comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la manière suivante. Je suis un anticommuniste, je l'écris dans les mémoires qui sortiront si Dieu le veut d'ici quelques mois. Je suis un anticommuniste primaire, viscéral et systématique, mais aussi par le fait même un anti-soviétique. Et j'ai été dans tous les coups avec la droite nationale qui pendant des années a été avec Jean-Marie Le Pen, avec Roger Olindre, mon cher Roger, et beaucoup d'autres, a été profondément anticommuniste. Et c'est Jean-Paul Meffray qui me disait la dernière fois que je l'ai vu, moi, merci, non, là, je ne suis pas poutiniste, plutôt morte rouge, me disait-il avec humour. Donc aujourd'hui, on voit cette extension de la Russie sur des formes certes adaptées. Alors pour ce qui était de moi, j'y reviens. C'est un de nos vieux amis, paix à son âme, il n'est plus là aujourd'hui, dont je ne citerai pas son nom pour ne pas gêner les siens. Mais beaucoup qui m'écoutent savent de qui je parle, qui vient me voir. Il avait été mon collègue au Parlement européen,
il avait été un homme des grandes écoles, et il me dit, Bernard, tu sais, enfin, il avait l'habitude d'être un peu flatteur, et il disait, mais moi, la flatterie, c'est un peu une de mes armes. Il me dit, Bernard, tu n'as pas beaucoup de moyens, là, tu fais de l'excellent travail, mais là, je pourrais t'apporter des moyens. L'ambassadeur de Russie aimerait bien déjeuner avec toi. L'ambassadeur de Russie aimerait bien déjeuner avec toi. C'était en quelle année, Bernard? Écoute, Yvan, donc là, tu sais, pour m'acheter, c'est très cher. C'est au moins 3 porte-avions et 2 sous-marins. Il me dit, je vois toujours, tu plaisantes toujours. Il me dit, mais en tout cas, il t'envoie. Tiens, je te porte de sa part, parce que j'étais à Moscou la semaine dernière. Voici la belle affiche que la ville de Moscou a éditée pour célébrer son 850e anniversaire. C'est une affiche que j'ai clouée au mur de ma salle d'archives chez moi, que l'on peut voir, une belle affiche célébrant donc ce 850e anniversaire de la création de Moscou, c'est-à-dire que Moscou est d'ailleurs né beaucoup plus tard que Kiev, ville splendide dont les Russes ont toujours voulu s'emparer, ils s'en sont emparés souvent, mais ils n'ont pas pu la contrôler toujours. Toujours est-il que là, moi, je garde cette affiche un peu commémorative d'une tentative soviéto-russe, si je puis dire. Oui, Bernard, on est en 1997 ou 98, ce dont vous parlez. Oui. Alors, pardon, oui. Je vous écoute. Oui, non, c'était juste pour situer cet événement. Enfin, cette tentative se passe avant, en 1997, donc ou 18. C'est donc bien après la perestroïka. C'est bien après la chute du mur. Ah oui. Bien après la perestroïka, parce que là, j'évoque aussi d'ailleurs dans mon livre de souvenirs cette séquence hallucinante. J'étais dans les couloirs du Parlement européen et je vois arriver devant moi, avec un très grand étonnement, Boris Eltsine en personne, avec un petit nombre d'accompagnateurs. Donc il y avait là le secrétaire général du Parlement européen, il y avait là évidemment des Russes, quelques-uns, mais Eltsine n'avait pas été très bien reçu, ni par Mitterrand, ni par Jacques Delors, et j'ai vu combien il s'ennuyait en déambulant dans ces couloirs. Et là, je me suis avancé vers lui, et du coup, il était content de trouver quelqu'un qui l'accueillait donc avec gentillesse, et j'ai publié les photos, tout le monde a pu voir ces photos, où je suis à côté de lui à la conférence de presse qu'il va tenir ensuite au Parlement européen. Après quoi, donc la destinée de Eltsine ne sera plus brillante, parce qu'on ne le tiendra pas donc en ostracisme en quelque sorte, et je pense que c'était dommage parce qu'Eltsine n'avait pas la perversité de Poutine. Je pense que c'est lui qui a permis la perestroïka et puis les changements que l'on a vus ensuite avec Gorbatchev. Voilà donc aujourd'hui pourquoi je suis fort intéressé par ce qui se passe aux États-Unis. J'ai écouté beaucoup de monde tout au long de cette journée, et là, j'espère que tout ça ne va pas aboutir à la, comment dirais-je, je cherche le mot qui convient, à la subjugation de l'Ukraine, parce que le peuple ukrainien a beaucoup donné, il mérite aujourd'hui enfin de connaître la liberté. Donc, Steve Witkoff me paraît tout simplement être un agent, mais qui travaille en étant très, sans être, comment dirais-je, donc
sanctionné par Trump. Donc là, j'entends des journalistes, et vous savez, les journalistes que j'écoute, je les choisis. Je les choisis d'ailleurs avec un système qui est simple. Je lis tous les jours 2 quotidiens différents. L'un donc plus proche de ma tendance, parce qu'il y a d'excellents journalistes, au moins dans la page débat, et l'autre, je prends un journal dont je combats la ligne complètement. Par exemple, Libération, il m'arrive de le lire 1 fois par semaine, ça me met en bonne humeur. Le Monde, que je déteste, La Croix, que je déteste, enfin voilà. Alors aujourd'hui, l'extraordinaire, c'est quand même cette conversation enregistrée. Ce ne sont pas des pros non plus, ils font des fautes entre Steve Witkoff et Yuri Uchakov. Donc là, on est passé, c'est Isabelle Lasserre qui disait, on est passé de la connivence à la complaisance. Et il y a de grands reporters. Et j'ai apprécié aussi, parce que je l'ai souvent beaucoup combattu, mais au Parlement européen, nous nous affrontions quelquefois, mais je l'aimais bien. C'est Jean-Louis Bourlange, qui avait eu d'ailleurs, lorsque nous étions en Pologne, il faisait partie comme moi de la délégation du Parlement européen pour la Pologne, il avait eu ce mot aimable, alors que nous nous engueulions tout le temps. En Pologne, c'est Bernard Antoni, c'est le catholique Antoni, qui dirige naturellement notre délégation. Donc, voyez-vous, j'attends avec impatience de savoir comment va déboucher cette affaire qui, quand même, est redoutable pour ceux qui admirent Trump. Ce que j'ai fait sous l'influence de certains amis pendant assez longtemps, parce qu'il n'est pas nul en tout. Je suis bien d'accord avec Donald Trump contre l'idéologie woke, que je n'ai pas attendu qui que ce soit pour la combattre. Mais donc, voyez-vous, je crois, hélas, que là, on est dans un système mondial où trop de nos amis se sont laissés influencer, et je pense qu'ils s'apercevront, beaucoup se sont déjà aperçus de l'erreur qu'ils faisaient en faisant confiance à Vladimir Poutine. J'ai lu avec un grand intérêt le grand entretien qu'a donné Władysław Kosiniak-Kamysz, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale polonais. Je suis heureux qu'aujourd'hui, la Pologne, qui est un grand pays, même si ce n'est plus la Pologne, si ce n'est plus le PiS qui est au pouvoir, pardon, mais donc si c'est tout de même des patriotes polonais, j'ai lu avec un grand intérêt le très grand entretien donné par Władysław Kosiniak, pardonnez-moi. Aujourd'hui, notre flanc est attaqué, demain ce pourrait être la France. La Pologne mobilise. Elle sait qu'elle est... Attendez, excusez-moi un tout petit peu. Oui, donc... Pardon. Donc, elle mobilise fortement. Je sais le courage du peuple polonais, mais évidemment, si la Russie de Poutine attaque la Pologne, comme ça n'est pas impossible, ou les pays baltes que j'aime tant, eh ben, ça pourrait être dramatique. Et hélas, nous n'avons pas voulu voir venir les menaces qui pesaient sur nous, sur l'Europe en général et sur la France en particulier. Merci Bernard. De fait, il y a cette affaire Witkoff, elle va se déballer. On ne sait pas qui. Il semble que ce soit Bloomberg. Non, c'est Bloomberg, qui est le média Bloomberg qui est très, très, très impliqué dans tout ça, qui a fuité ces affaires. Alors, simplement pour compléter la chose, je précise quand même que Trump a dit dans toute négociation, de telles démarches sont normales. Après, on en jugera, bien entendu. Oui, mais je l'ai écouté, je l'ai même vu. Il se fiche du monde. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc, une actualité pour l'Ukraine qui est difficile, puisque à la faveur de l'hiver et à la faveur d'un épuisement quand même, parce que ça fait des années que cette guerre dure et que cette guerre de tranchées, finalement, c'est étonnant. Elle arrive en plein 21e siècle, on pensait que c'était terminé, on a quelque chose de plus épouvantable que jamais. Je vais voter ici parce que quelquefois, vous voyez, Jeanne, je pense qu'il faut avoir de l'humilité et je sais que j'ai pu me tromper. Je peux même, d'ailleurs, dans mon livre qui sera sans complaisance pour moi-même, je raconterai quelquefois que je me suis trompé. Mais vous voyez, sur cette question de l'Ukraine, là, je rappelle tout de même que j'ai été très seul, même au centre Henri-André Charlet, où je n'ai que des compagnons et des amis délicieux, mais j'ai été très seul à rappeler, c'était dans les locaux que vous connaissez bien, j'ai dit oui, Poutine va attaquer. Personne ne le croyait. Nous avons parmi nous un homme merveilleux qui est un ancien diplomate roumain, il a même été ambassadeur, ministre des Affaires étrangères. Il m'a dit, mais Bernard, vous débloquez complètement. Moi, je peux vous le dire, jamais Poutine n'attaquera l'Ukraine. Il fait semblant, il s'amuse. Je lui dis, Constantin, je vous dis que vous avez tort. Et dès le surlendemain, Constantin m'appelait. Il m'a dit, mais c'est pas possible, ça ne pouvait pas être. Je lui ai dit, cher Constantin, oui, mais la Russie était en pleine invasion de l'Ukraine. Et moi, j'avais tout simplement réagi sur le fait qu'on ne masse pas 190 000 hommes sur les frontières de l'Ukraine pour aller organiser des pique-niques le long des rives du Dniepr. Nous sommes d'accord, Bernard. Nous avons affaire avec Poutine à quelqu'un. Il suffit de voir comment il avait organisé cette réunion des anciens de la Tchéka à la Loubianka. La Loubianka, c'est ça qu'on honore en Russie. Les russophiles, ils ne savaient pas ce que c'est la Loubianka, cet immeuble terrible. Je me souviens, nous étions avec Alain Sanders dans Moscou, il neigeait, nous avions décidé de marcher un peu et j'avais voulu aller marcher autour de la Loubianka. Et là, je me suis dit, des centaines de milliers de pauvres gens sont morts sous la torture. Et là, c'est toujours là que Poutine réunit les anciens. Parce que KGB un jour, KGB toujours. Et il y en a à nier cela, où ce sont des ignorants, ou des imbéciles, ou bien alors, quelquefois, des traîtres. Là, je dois dire, donc, un dictateur qui, donc, comme ça, aime exalter Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, auquel Lénine et Staline, d'accord, ils ne l'ont pas toujours été, donc avaient confié cette mission d'organiser le plus grand réseau de terreur qui ait jamais été au monde. Donc la Loubianka, la Tchéka. Et là, aujourd'hui, on a un Poutine qui exalte ça comme un modèle de régime. Voilà tout simplement ce que je veux dire. Moi, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé de cette époque où avec Roger Hollande, ou avec Le Pen et tant d'autres, nous exaltions les résistances héroïques. Là, je suis en train de faire aussi un papier sur tous ceux qu'il faut citer. Et je suis content d'ailleurs qu'au Rassemblement national, je pense qu'il y a de bonnes évolutions, parce que je sais que Marine a fait faire notamment une liste des anciens résistants que l'on oubliait trop quand même d'honorer. Alors, pour ma part, je dois à Jean-Marie Le Pen d'avoir pu connaître des anciens résistants comme il est devenu mon ami ensuite, Albert Chambon, compagnon de la Libération, comme Michel de Camaret, compagnon de la Libération. Je boue quelquefois quand j'entends dire, j'ai fait un papier pour réfuter M. Darius Rochebain, qui s'exprime avec talent, d'ailleurs, sur LCI, qui parle sans cesse donc, de ce qu'il y avait pu y avoir comme collabo au sein du Front National. Moi, j'ai surtout connu au sein du Front National les plus grands résistants de France. Je viens d'en citer 2 ou 3, ça pourrait durer pendant une demi-heure.
voilà donc, je pense, l'enjeu aujourd'hui, il est celui de la liberté de nos peuples. En l'occurrence, je suis absolument d'accord avec des propos de notre chef d'état-major de l'armée de terre. Bernard, il reste exactement 1 minute 45. Je voulais vous dire 2 mots du Nigeria, mais vraiment très très rapidement. Ah oui, parce que mais vous avez 1 minute. J'avais préparé de parler du Nigeria. Notre ami Emmanuel Alvac en a parlé dans un de ses articles dans Reconquête. Alors là, ce qui se passe au Nigeria, c'est tout simplement une nouvelle fois donc une abomination de Boko Haram. Une abomination de Boko Haram, à savoir l'enlèvement d'environ 300 élèves dans le nord-ouest du pays, qui est sous la menace djihadiste. Ce qui prouve bien d'ailleurs que Wagner ou Afrika Korps, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les djihadistes? Rien. Ils sont nuls, ils se replient. Mais les malheureux Africains sont aujourd'hui sous la menace de la résurgence ou du développement islamiste. Alors, ce qui s'est produit au Nigeria, c'est considérable. Ça n'est pas la première fois. Il y avait déjà eu, il y a 2 ans environ, l'enlèvement de 300 malheureux enfants. On voit très bien là comment l'islamisme est la pire des abominations, et voilà pourquoi aussi avec la griffe Bernard, je vous arrête parce que c'est la fin de l'émission. Il reste 14 secondes. Merci à vous, chers auditeurs. Bonsoir, chers auditeurs, et bonsoir à Virginie à la technique. À bientôt.